Ah merde! Allez, on le refait. De compte. C'est à cause de vous aussi, vous faites rien pour me déranger. Lorsqu'on pense suite hollywoodienne, on pense à quoi? On pense à la même chose en moins bien, la même chose en plus gros, la même chose et surtout la même chose. Le même acteur, le même décor parfois, la même histoire, grosso modo le décalque du premier. Car les gens, ce qu'ils veulent, c'est toujours bouffer la même chose. Et là, non. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un film qui prend la suite d'un gros succès des années 80, super culte, mais qui prend le contre-pied total. C'est pas le même acteur, c'est pas le même décor, c'est pas la même époque, c'est génial. Comment les studios se foutent de notre gueule et Pourquoi je n'ai pas de Pantacourt aujourd'hui? Une enquête d'Élise Lucet. Il avait atterri dans la jungle, la plus hostile du monde. Maintenant, il débarque dans une toute autre sorte de jungle. La chasse est ouverte et le gibier, c'est nous. Predator 2. Alors vous savez déjà qu'il s'agit de Predator 2 évidemment, hein. C'est pas comme si l'ingénieur du son qui marche sur une canette de quoi? Une canette de quoi? Une canette de Royal Club, s'il vous plaît. On ne se refuse rien ici. Predator 2, ouais. Alors je vous parle de Predator 2 pourquoi? Parce que en fait, évidemment le premier il est ultra culte. John McTiernan, Arnold Schwarzenegger, miracle de cinéma où le scénario il tient en 3 lignes, grosso modo on va dire. Mais la maestria de la mise en scène, l'intelligence du film était telle que vraiment ça... Vous le revoyez aujourd'hui, Predator, c'est impressionnant de maîtrise, quoi. C'est-à-dire que tout est pensé, tout est fin, tout fonctionne. C'est génial, c'est d'une intelligence brillante. Forcément, quand ils faisaient Predator 2, les mecs, quand ils arrivent et qu'ils disent on va faire Predator 2, et en plus il n'y aura pas Arnold, forcément, tout le monde allait leur tomber dessus. Et tout le monde leur est tombé dessus. Le premier est tombé sur eux, le premier c'est dur, il fait très froid, hein, je vous le dis quand même. C'est Schwarzenegger lui-même. Schwarzenegger lui-même, dans sa bio, il dit que Predator 2 c'est de la merde. Et grosso modo, il a refusé le film parce que c'était de la merde, etc., etc., etc. Voilà. Mais il est con, Arnold, parce que c'était génial. Et pourquoi c'était génial? Je vais le dire dans un autre plan. Hein, David, je vais le dire dans un autre plan. Shit happens. Predator 2, un film à la réputation salie. Donc Predator 2, pourquoi c'est l'antithèse du premier? Je vous raconte vite fait le truc, hein, je vais pas vous le spoiler, si ce n'est qu'il y a un monstre. Bon, ça je vous l'ai dit, j'aurais pas dû. Ok. Ça se passe dans le futur, dans le Los Angeles du futur. Et ce qui est très génial, vraiment, c'est que ça commence tout de suite, le film vous dit, voilà, on vient du premier. Le premier plan, c'est un plan sur une forêt avec la musique tribale d'Alan Silvestri. Et le plan comme ça, la caméra avance et hop, dévoile la ville. Et là, en gros, elle te dit, on n'est plus dans la forêt, on est dans la ville. Tout de suite, le film te dit, c'est pas le premier. Si tu veux une redite du premier, tu l'auras pas. Et l'intelligence, c'est que comme Arnold dit non, qui est-ce qu'ils choisissent? Ils choisissent Danny Glover. Danny Glover, c'est bien sûr à l'époque, même encore aujourd'hui, car le cinéma est immortel, oui monsieur. C'est le comparse de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Mais c'est quoi? Danny Glover, c'est un Renoir, pour commencer. C'est un mec qui est costaud, mais qui est costaud comme un mec qui fait du sport, pas comme un monsieur univers comme Arnold. C'est-à-dire que c'est l'antithèse d'Arnold, quoi. C'est pas un surhomme, c'est un homme. C'est un homme, il joue une espèce d'officier d'élite de la police de Los Angeles du futur. Et genre, c'est vraiment le mec en pleine guerre des gangs, c'est le bordel, les mecs se tirent dessus dans la rue, c'est Los Angeles poussé à l'extrême dans sa caricature. Lui, il arrive avec sa voiture, il les défonce tous et tout. Et machin. Sauf que, du haut d'un immeuble, il y a le Predator. On le connaît, le Predator, puisqu'on a vu le premier. Donc le réalisateur, il essaie pas de nous faire croire, genre, attention, je vais encore te le cacher. Au bout de 10 minutes, tu le vois. le Predator surveille Danny Glover. Et il se dit, grosso modo, parce qu'on comprend ce que dit le Predator, hein, tu vois. Il se dit, ce flic est un super flic. Donc, je vais en faire mon ennemi. Parce que moi, je suis ici pour qu'il y ait de la baston. Je suis ici pour faire un putain de paintball dans Los Angeles. Et je vais tout faire pour que Danny Glover me poursuive. Comme ça, on va faire un pur fight dans la ville. Donc, Il se met à défoncer les ennemis de Danny Glover. pour que Danny Glover dise, c'est qui ce mec, quoi? Qui est ce mec qui finalement tue les mêmes personnes que moi en parallèle? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, c'est génial, c'est intelligent. C'est intelligent. C'est un petit peu la même base que le premier, on est d'accord. Mais
Voilà, avec en plus une galerie de personnages incroyables dont je vais vous parler dans une autre séquence. And you know what she said without missing a beat? No. She said, I stabbed that son of a bitch plenty of times. He never died on me before. Uh-oh. Looks like he's putting the moves to Leon. His first big mistake. But I have heard about you. Yeah? Yeah. Like your last partner got shot? Well, you try that cowboy shit with me, fucking, you can kiss this. Goodbye. Got it? Yeah, I got it. Comment Schwarzenegger peut-il dire que Predator 2 c'est de la merde alors qu'il a fait Terminator Genesis, une autre enquête d'Élise Lucet. Oui, Élise Lucet, c'est de la femme à l'honneur ce soir. Alors je tiens à vous dire quand même qu'il y a une petite fille qui est en train de pleurer, qui est à genoux. C'est très marrant, c'est très rigolo. Alors oui, effectivement, galerie de portraits incroyable. Galerie de portraits incroyable, puisque Danny Glover, mais aussi qui dans ce film? Gary Busey. Gary Busey qui est quand même aux États-Unis un peu le monsieur fou. Dès qu'on parle de Gary Busey, c'est pour dire qu'il est taré. Marie and I have the same birthday, and she loves onions and garlic. She's a lovely singer. Gary Busey is also here, but the predator is not after him. Oh! He's after me, but no, there he is. He's That's really an onion. It looks like an Oreo, but it's an onion. This girl loves onion and garlic because that's the only thing the predator will go for. So she eats onions and garlic. They look like Oreos, and I'm not kidding you. If I was kidding you, I wouldn't be here. I'd be somewhere else in a different suit of clothes, working in a regular job. Gary. Thank you very much. Here, have your cookie. Thanks, I'll see you You're later. welcome. Bye. Maria Conchita Alonso, très belle femme, super meuf qui a vraiment Vraiment une, non, je n'allais pas parler de ses seins, mais vraiment une espèce de poigne. D'ailleurs, dans le film, elle rembarre tout de suite un jeune homme qui essaie de la draguer. Ce jeune homme, qui est plus trop tout jeune, mais il est resté un peu jeune toute sa vie, c'est Bill Paxton, qui est mort. Bill Paxton qui est mort. Il joue aussi dans Predator 2. Je vous dis pas ce qui se passe avec Bill Paxton. J'aimerais pas être à sa place. Et Robin Blades, qui est un gars qui a un visage comme ça, assez particulier, qui est un gars d'Amérique du Sud. Je saurais pas vous dire exactement. d'où, mais je sais que ce type, dans son pays, est aussi très impliqué dans la politique. Voilà, c'est marrant. Alors vraiment, un petit peu à la place de... Ouais, c'est un peu pareil dans Predator, le premier. Sauf que Predator est phagocyté par la présence de Schwarzenegger. Forcément, comme c'est Schwarzenegger, c'est quand même lui qu'on met en avant, quoi. Vous voyez, c'est comme dans l'Alpager, dont j'ai parlé dans une émission précédente. L'Alpager, il y a quand même plein de séquences où Belmondo, il court sur l'autoroute, il fait ceci, il fait cela. C'est pas forcément utile à l'histoire, mais comme c'est Belmondo, il faut quand même que Belmondo, il fasse du Belmondo, quoi. Quant à Arnold contre le Predator, il faut qu'Arnold, ça soit un peu un super-héros, quand même un peu. On n'a pas ce truc-là dans Predator 2. Et Danny Glover, forcément le héros du film, mais il reste quand même très très humain. Et ça se passe difficilement pour lui quand même, il faut le savoir. Il y a une séquence de taré dans ce film-là, il y en a plus qu'une. Hein. J'en ai vraiment marre de ce bruit de merde. Séquence d'après. Eh, j'ai quand même une question. Regardez, je viens de trouver un tesson de bouteille. Vous avez jamais vu dans les films comme ça, les gens ils font « Putain, j'en ai marre !» Et ils se battent. Mais t'imagines vraiment que tu tapes sur un mec avec ça? Qui fait ça, quoi? Qui oserait mettre dans la tête de ce cadreur, par exemple, ou du mec qui balance du métal depuis tout à l'heure dans la ferraillerie, je sais pas quoi, un coup de bouteille, c'est hyper violent, personne n'oserait faire ça. Donc on se fout de notre gueule une fois de plus, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors je voulais vous parler d'une séquence qui est ouf, il y a vraiment plein de séquences incroyables dans Predator 2. Pourquoi? Parce que le scénario est vraiment extraordinaire, vraiment. C'est les mêmes mecs qui ont écrit Predator, c'est Thomas et Thomas, Jim et John, ou Jacques ou Jean-Paul, machin, Thomas et Thomas. Scénariste assez incroyable puisqu'ils ont aussi signé Ultime Décision, quand même le meilleur rôle de Steven Seagal qui meurt au bout de 20 minutes. Kurt Russell, Steven Seagal, s'il vous plaît. Ultime Décision, John Leguizamo. Pour la petite anecdote, sur le tournage, vous le savez certainement, mais sur le tournage d'Ultime Décision, Steven Seagal était très relou et le jour de sa mort, du tournage de sa mort, il ne voulait pas sortir de sa caravane, il ne voulait pas tourner parce qu'il disait Steven Seagal, il meurt pas, moi je ne meurs pas, je veux pas mourir. Et John Leguizamo, dans un bouquin, se fout de la gueule de Steven Seagal et raconte ce tournage. Il dit que c'était un connard avec les figurants et que c'était un vrai con le jour de sa mort. Voilà, c'est la petite anecdote. Donc je vous parle du scénario de Predator 2 qui est vraiment génial, effectivement, hyper inventif. Parce que grosso modo,
les mecs, je parle fort parce qu'il y a Raymond avec son truc. Hein. Dans les premiers, voilà, les mecs se sont dit, voilà, on est dans la forêt. Il y a un monstre. Putain, comme décor, on a un arbre. Puis sinon, on a un arbre, on a une petite feuille là, puis un arbre. Alors il faut inventer des trucs de suspense, des idées, etc. Là, tout d'un coup, c'est comme si tu les libérais. Tu disais, bon, on va refaire un Predator, mais attention, dans une ville. Elle est dans une ville du futur. Ça veut dire que tu peux imaginer ce que tu veux. Donc, par exemple, un métro à Los Angeles, il n'y en a pas. Voilà, c'est quand même génial. Donc, du coup, ils s'en donnent à cœur joie. Donc, cette fameuse scène où, à un moment, Danny Glover tombe sur des gars du FBI en costume, et qui lui disent, voilà, on sait où est le Predator, et on va, en grosso modo, on va aller le choper. Le Predator, vous le savez, pour ceux qui ne savent pas quand même, le Predator c'est une bête, une espèce de monstre qui vient de l'espace comme ça, j'allais dire en France, pour faire un safari. Non, ça c'est Emmanuel Macron, mais c'est à peu près pareil. Et il veut choper des humains comme ça pour faire un safari, c'est son truc. Voilà, c'est une sorte, même on comprend que c'est une sorte de rite pour les extraterrestres. On l'envoie faire un safari sur Terre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs vont choper le Predator, ils veulent choper le Predator. Ils comprennent qu'il a un système qui lui permet de repérer, donc, on le sait depuis le premier film, la chaleur des corps. Donc, ils se mettent dans des combinaisons qui bloquent la chaleur, qui bloquent toute chaleur. Et ils rentrent dans l'entrepôt, ils se cachent, un peu comme celui-ci. Et du coup, ils avancent comme ça avec leurs lampes et leurs flingues. Et le Predator, incroyable, qui est joué par Kevin Peter Hall, c'est pas juste un mec dans un costume, c'est un gars qui a bossé vraiment la gestuelle. C'est génial, vous avez des plans sur le Predator, qui entend, qui comprend qu'il y a des putains de présences humaines dans son entrepôt. Mais il les voit pas, parce qu'on ne voit pas leur chaleur. Et c'est génial, tu le vois qui saute comme ça, qui regarde, et les mecs continuent à chercher le Predator en disant on va le choper quoi. Sauf que le Predator, au bout d'un moment, il dit putain je vois rien, il fait défiler les vues qu'il a, il a plusieurs vues. Et il y en a une bien sûr qui repère la lumière. Et là, il repère la lumière de toutes les combinaisons des mecs quoi. Et ça c'est génial. Même si c'est une lumière froide, il repère la lumière. Voilà, quelques petites trouvailles comme ça. Il y en a plein. Séquence d'après. Je suis content parce que bon, les graffeurs, les mecs comme ça en général, on dit que c'est des gens un peu stupides, qui n'ont pas de culture. Et là, je suis content parce qu'ils ont rendu hommage à C. Jérôme. Et C. Jérôme, quand même, c'était pas la moitié d'un chanteur, c'était aussi notre histoire. Hein, plutôt que de toujours verser dans l'américanisme primaire. Alors, effectivement, il y a des séquences comme ça, ouais, c'est vrai que la séquence d'avant était longue, mais c'est normal. Predator 2, vraiment, je trouve que c'est on va dire un chef-d'œuvre du fantastique, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais un très grand film fantastique, vraiment hyper inventif, hyper généreux, dont on parle quasiment jamais, tout le monde s'en branle quoi. Je vous parle pas d'Alien contre Predator, hein, parce que ça c'est vraiment de la merde. Je veux dire, Alien contre Predator, le premier, c'est quand même la séquence, c'est comme le film, où t'as une meuf qui est genre, je sais pas, au Groenland ou je sais plus quoi, il fait genre -12, elle court en t-shirt quoi, et en petite culotte, tranquille. Et puis limite, la main dans la main avec le Predator contre les méchants aliens. Non mais tu te fous de ma gueule, c'est vraiment de la merde. Predator 2 défonce, et surtout il défonce cette suite dégueulasse, Predators, qui est vraiment pas bien quoi, avec notre ami Adrien Brody qui joue dans l'excellent Giallo de Dario Argento, voilà. Non, Predator 2 est un film à réévaluer parce qu'il y a plein de séquences formidables. Il y a une poursuite, une course-poursuite. Quand Danny Glover et le Predator finissent vraiment par se poursuivre, ça dure au moins 25 minutes. Ça n'arrête pas. Dans le métro, d'un immeuble à l'autre, d'un appartement à l'autre, en passant par les murs. Attention, le mec casse les trucs. Et ça, c'est épique, c'est incroyable. Ça n'arrête pas, c'est des idées. Vraiment, les scénaristes brillants et la mise en scène, pas mal. La mise en scène. Stephen Hopkins, voilà. Stephen Hopkins, pareil. C'est pas un grand réalisateur, on n'en parle quasiment jamais. Il a bien donné dans le film de genre. Il a fait quoi, Stephen Hopkins? Il a fait Freddy 5. C'est pas le meilleur, bon ok, mais il a fait un Freddy. Tous les mecs qui ont un petit peu... Il y a beaucoup de gens qui ont fait des Freddy. Hein. Chuck Russell, qui a fait Le Blob, The Mask. Il y a Jack Shoulder, qui a fait Hidden. Bon, Wes Craven, évidemment. Mais Freddy, c'est une bonne école. Stephen Hopkins, donc, a fait le 5. Stephen Hopkins, il a fait quoi? Il a fait aussi un remake. Alors ça, c'est très étrange. J'aime bien ce film-là. Un remake de Garde à vue. Le film avec Michel Serrault et Lino Ventura et notre ami... comment il s'appelle cet enfoiré, tu chantais Destiné là il y a 2 secondes là, Guy Marchand, voilà. Voilà Guy Marchand, qui est vraiment une raclure dans le film original. Et ben Stephen Hopkins a signé un remake avec Gene Hackman et je crois Morgan Freeman. Le truc aberrant quoi. Réalisateur intéressant qui a signé aussi un autre film, vachement bien. Mais si vous voulez, c'est pas un grand metteur en scène. Il y a des demoiselles chinoises de 70 ans. Regardez, c'est ça la France de demain. Regardez, non mais filmez, regardez. On les repère à leur démarche, hein. Pas besoin de les voir de face. Et regardez, elles ont des feuilles de salse pareilles et elles préparent des décoctions.
pour empoisonner tous les blancs. Non, c'est vraiment ignoble. Ça aussi, on pourrait en faire une enquête d'Élise Lucet. C'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Attendez, je vous... Séquence d'après. La vie des pêcheurs des Andes, c'est une enquête de Georges Pernou. C'est Thalassa. Regardez, c'est mon bateau. C'est le Marquès. C'est pas formidable avec ce drapeau portugo-russe. C'est quand même le seul bateau qui se conduit tout seul. Vous avez vu, il n'y a personne qui le conduit. C'est génial, c'est des fantômes, c'est des fantômes. Alors donc je vous parlais de Stephen Hopkins. Il est là, c'est David. Stephen Hopkins, un autre film qu'il a fait. Voilà, c'est pas un grand réalisateur si vous voulez. C'est pas un mec brillant comme John McTiernan. John McTiernan, il a vraiment un sens de la mise en scène. C'est vraiment fin ce qu'il fait. Stephen Hopkins, c'est de l'efficace, mais c'est quand même bien, si vous voulez. Faut pas le blâmer. C'est quand même un très bon réalisateur, un très bon artisan du cinéma fantastique, du cinéma de genre en général. Et il a fait un autre film qui est peut-être son film le plus culte, alors que c'est pas forcément le meilleur, c'est bizarre. C'est La Nuit du Jugement, Judgment Night. Judgment Night avec Emilio Estevez, frère de Charlie Sheen, et qui d'autre aussi, le méchant, comment il s'appelle le méchant, Denis Leary. Et Judgment Night, c'est une histoire qui est pas mal, c'est des mecs qui veulent aller à un match de je sais pas quoi, et grosso modo ils se perdent dans la banlieue comme nous aujourd'hui, et sauf que la banlieue, ils voulaient pas, mais c'est vraiment l'endroit où il fallait pas y être. Alors c'est un peu dommage parce qu'on croit comme ça que ça va être un film de voyous, machin. En fait, c'est un film de mafieux. Il y a un mafieux qui est là, enfin tu t'attends pas à trouver un mafieux dans la banlieue. Pour moi, ça marche pas. Mais surtout, le film est connu pour une raison précise, c'est que la BO n'est faite que de duos inédits entre essentiellement des groupes de hardcore ou de rap et des groupes de métal. Donc la BO, elle est dingue. Et grosso modo, les gens ils parlent de Judgment Night, surtout pour cette BO. Voilà. J'essaie de regarder s'il y a des traces de leur vie, des petits détails pour savoir qui sont ces gens. Ah, c'est Monsieur Leroy Merlin. Alors, je vous parle musique. Puisque je vous parle musique, je peux enchaîner sur la musique de Predator 2. Parce que ça mon pote, c'est vraiment une pièce maîtresse. C'est un peu comme ma bite, si vous voulez. C'est vraiment une pièce maîtresse de toute discussion dès qu'il s'agit de parler de Predator 2. C'est un chef-d'œuvre. Mais alors, si vous voulez, c'est Alan Silvestri qui a fait la musique du 1 aussi. Très grand compositeur. Qui reprend les thèmes du 1, enfin si vous voulez, vous reconnaissez les trucs, mais là vraiment ça prend une emphase et un truc, surtout qu'à l'époque, la BO de Predator 2 était sortie en CD, la BO de Predator 1 n'existait pas, on la trouvait pas, donc c'était vraiment, on avait les deux Predators en un, quoi. C'était Et le générique de fin, vous avez cette dernière piste du CD, fait genre 8 minutes 45. Je vous jure, vous savez ce qu'on va faire, on va le faire. Après cette émission, vous vous mettez dans le noir, encore une fois, vous fermez les yeux et vous vous laissez porter par cette musique. C'est surréaliste. Alan Silvestri, il reprend tous les thèmes du film, les thèmes tribaux, les thèmes mystérieux, les trucs comme ça, et il les colle les uns aux autres en faisant vraiment une histoire, et ça monte en puissance, et on a vraiment l'impression, sa musique fait ce truc-là, pour moi, c'est vraiment, tu vois le côté majestueux du Predator qui débarque comme ça, et avec son espèce de lance et qui crie, enfin, tout est dedans. La musique, c'est le film. C'est vraiment, il raconte le film avec sa musique. C'est merveilleux, vraiment merveilleux pour moi. Hein, dans le top 5 des BO de tous les temps, vraiment, je mets Predator 2. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Voilà. Une enquête de... La question du jour sera combien demanderiez-vous pour goûter ce petit plat? C'est moi qui l'ai fait. Il est pas mal, hein? Il est sympa. Voilà, on va conclure cette émission, mais on pourrait en parler des heures, hein, de Predator 2, parce que vraiment, c'est vraiment un film qu'il faut regarder et revoir à nouveau. Produit par Joel Silver, je vous en parlais tout à l'heure. Joel Silver, il n'y a pas que lui, hein, mais il y a aussi Joel Silver. Joel Silver, très grand producteur hollywoodien. Alors, le mec est quand même coproducteur de Die Hard, de L'Arme Fatale, de Predator, mais aussi tout seul de Matrix. Le gars, Joel Silver, pendant très longtemps, c'était vraiment une sorte de Michael Bay, en tant que producteur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'était Monsieur Action à Los Angeles. Vraiment, c'était l'homme qui filme. C'est bizarre le cadreur quand il se promène comme ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, sa vie, voilà. Alors,
voilà, je voudrais vous dire quand même, pour conclure une fois de plus, qu'il y avait un petit jeu vidéo sur Amiga qui était marrant, Predator 2, que bon, non, était un peu pourri quand même, mais il reprenait le slogan du film, et le slogan du film, c'était très marrant en anglais, c'était enfin même en français, c'était il est en ville et il a quelques jours à tuer. Et ça, c'est génial comme slogan. He's in town with a few days to kill, tu vois. Mais dans le sens, voilà. Et je trouvais ça très drôle parce que c'est exactement ça, Predator 2. C'est un monstre qui est en ville et qui a quelques jours à tuer. Et quelques hommes aussi, et qui pend les hommes par les pieds. Vous aimez ça, mesdemoiselles? Voilà. On va terminer avec une petite question, hein, qui m'a été soufflée par la petite Élise Lucet de Montluçon. Alors, cette petite question, répondez-y, parce que sinon, je vais vous botter le cul. Danny Glover, il fait une petite apparition. Et je vous demande vraiment d'essayer de réfléchir, hein, pas d'aller sur Wikipédia, c'est nul ça. Danny Glover, il fait une petite apparition dans un film où il n'est pas du tout la star. Quand je vous dis une apparition, c'est qu'il apparaît en 30 secondes. Un petit caméo, mais c'est très drôle. Et pourquoi c'est drôle? Parce que la star du film et Danny Glover ont une histoire commune. Voilà. C'est une petite apparition, un petit peu... Alors là, je vous dis qu'il y a une autre apparition. Xavier Legrand, autre cadreur qui foutait rien jusqu'à maintenant, qu'on voit... Regardez. Filmez-le, cet enfoiré. Regardez. Ça va? Ah, déplace mon cul, ouais. Voilà, c'est Xavier Legrand qui vient de se joindre à nous. D'ailleurs, c'est lui qui est la 3e caméra qui est ici. Voilà, la plus mauvaise. D'ailleurs, vous pouvez écrire à cette caméra, c'est de la merde, @distorsion.tv. Je tiens à dire deux choses, que 1984 est une très belle date puisque sortie de l'album de même nom de Van Halen. Deuxième chose, que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est obligé d'être sale. Voilà. Je vous ai posé une question avec Danny Glover, tout ça. Oui, alors répondre à cette question à et son beurre @distorsion.tv. Voilà, répondez à cette question et gagnez surtout ma sympathie et mon estime. Il paraît qu'on ne voit pas beaucoup mes yeux, je vais me mettre comme ça en mode hood. Pour terminer, la prochaine émission de titre provisoire, eh bien écoutez, elle va parler d'un film très étrange, une suite réalisée par deux mecs complètement tarés qui parfois filment en roller, avec un acteur anglais qui est un type qui joue toujours un peu pareil mais toujours bien, qui est un type qui a tourné pour John Carpenter. Mais ce film est complètement dingue, le film dont je vais vous parler. C'est vraiment un film qui a gagné sa réputation sur sa qualité. Voilà, au fur et à mesure des années. Quand on parle de ce film-là, les cadreurs, par exemple, disent « Mais c'est génial, j'adore ce film. Qu'est-ce que c'est que ce film ?» Deuxième question, 2 questions pour le prix d'une. C'est la double, c'est le thème de cette émission. À bientôt, une enquête de... Il faut absolument qu'on fasse une séquence dans ce décor. Et tout le monde est d'accord. On arrive devant le décor, on se dit c'est super, et puis qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. C'est un petit peu comme avec une femme, si vous voulez. Tu la veux, tu vas la séduire, et puis tu la mets sur ton lit, et puis elle s'ouvre à toi, et puis tu dis qu'est-ce que j'en fais?